Alors pour notre premier échange, on s'intéresse, vous l'avez dit, à l'avant et l'après Covid-19 pour les entrepreneurs. Certains ont ou vont succomber à la crise et vous l'avez exprimé, des vocations, des retournements et des ambitions vont émerger. Avec nous pour en parler, donc j'ai le plaisir d'accueillir par le truchement de la visioconférence Sophie Garcia, présidente du MEDEF Occitanie, membre du bureau du MEDEF national et dirigeante de la PME PSL, et Olivier Torres, professeur à l'Université de Montpellier, chercheur associé à Montpellier Business School et fondateur de l'Observatoire Amarok. On va commencer avec vous, Olivier, avec d'autres chercheurs dans le cadre de cet observatoire. Vous avez publié récemment votre deuxième enquête nationale Covid-19 sur l'entrepreneuriat français, la relance économique et la vaccination. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le front de l'épuisement professionnel, les chefs d'entreprise ne sont pas les mieux lotis. Bien, écoutez, permettez-moi peut-être de saluer la qualité littéraire du texte de Denis Lafay, que j'ai entendu avec beaucoup de plaisir, et je vais le citer, car sa phrase résume plus que tout ce que je vais répondre à votre question. La santé des chefs d'entreprise, auxquels rien n'épargne et trop peu considère. C'est très juste. Et c'est, je dirais, le combat de ma vie depuis 12 ans. Les chefs d'entreprise n'ont toujours pas, à l'instant où je parle, de service de santé au travail. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 12 ans, en tant que PMiste, vous auriez pu me présenter comme PMiste, qui est un terme que j'ai inventé, parce que j'ai éprouvé le besoin de dire à quel point les PME sont au cœur de l'économie française et même de l'économie du monde. Un chiffre est plus éloquent que tout, 99,84% des entreprises en France sont des PME. Et je me réjouis d'ailleurs de la participation du MEDEF, qu'on présente trop souvent comme, je dirais, le syndicat du CAC 40. Ce n'est pas vrai quand on connaît le MEDEF, et Patrick Martin et Madame Garcia le diront encore mieux que moi, la plupart des adhérents du MEDEF sont des patrons de PME. Alors oui, pendant cette crise, les chefs d'entreprise ont été épuisés. Et là aussi, un seul chiffre suffira à éclairer les personnes qui nous font l'honneur de nous écouter. En mars 2019, c'est-à-dire un an avant la crise, nous avions établi dans un article qui a été publié à la Revue française de gestion, 17,5% des chefs d'entreprise présentaient un signe d'épuisement. Parce que entreprendre, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi épuisant. Eh bien, il y a 2 mois, dans une enquête nationale, dont la Tribune s'est fait d'ailleurs l'écho, eh bien, ce chiffre de 17,5 est passé à 36,7%. Donc, oui, cette crise a, je dirais, extrêmement sollicité, plus psychologiquement que physiquement, je dirais, la santé des chefs d'entreprise. Sophie Garcia, par rapport à ce constat, qui est un petit peu dur finalement avec ce doublement et ce syndrome, vous sentez venant du terrain justement ce syndrome d'épuisement, mais vous pensez aussi, j'imagine, que les chefs d'entreprise ont des qualités intrinsèques pour rebondir. Alors, moi, je partage complètement tout ce que vient de dire Olivier Torres, et je suis ravi d'ailleurs que ce soit pour une fois quelqu'un, en tout cas, qui ne soit pas chef d'entreprise, qui le dise, qui le constate et qui y travaille depuis des années. Donc, merci pour tous vos travaux et pour toutes vos interventions, parce que c'est parfaitement juste et c'est exactement ce que nous avons sur le terrain. Alors, effectivement, et ce n'est pas nouveau, et Olivier Torres l'a très bien dit, la santé des dirigeants n'a jamais été ni considérée, ni effectivement traitée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Finalement, on est passé dans des situations de burn-out qui passaient un petit peu sous les radars, parce qu'effectivement, c'était peu considéré, peu mis en lumière, sur la situation qui vient d'être décrite, qui est effectivement cet épuisement. Et les chiffres qui ont été donnés, qui sont tout à fait factuels et réels, sont exacts. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur une dégradation, en tout cas en ce moment. Maintenant, j'aimerais revenir quand même sur l'ADN du chef d'entreprise, et je pense que Olivier Torres ne me contredira pas par rapport à ses recherches. L'ADN du chef d'entreprise, il ne faut quand même pas oublier que c'est une formidable résilience.
et un positivisme quand même à toute épreuve. Et vous pouvez interroger les banquiers. Vous savez, quand on va les voir avec nos projets et qu'on est absolument enthousiaste, mais qu'on ne comprend pas que parfois ça ne passe pas aussi bien que ce qu'on voudrait, c'est pour vous dire qu'on est très, très positif, très enthousiaste et très résilient et également très créatif. Mais quand je dis créatif, ce n'est pas pour inventer des nouveaux produits ou nouveaux services. C'est aussi pour que nos entreprises, et Olivier Torres l'a très bien dit, avec une grande majorité, moi-même j'ai une entreprise de 30 personnes, donc on est en permanence en train d'évoluer et donc d'être créatif. Et toute cette agilité dont on faisait déjà preuve et dont on vantait déjà les mérites, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'avant la crise, on disait déjà que de moins en moins c'était les gros qui absorbaient les petits, mais les plus agiles qui s'en sortaient, quelle que soit leur taille. Et je crois qu'en fait, plus que jamais, tous ces phénomènes sont exacerbés. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est de mettre en lumière la santé du dirigeant pour l'accompagner, parce que là, ponctuellement, il faut vraiment prendre conscience et l'accompagner. Mais moi, j'ai quand même confiance dans cet ADN du chef d'entreprise qui va permettre à la fois de rebondir et à la fois de saisir de nouvelles opportunités. Alors Olivier Torres, quand on parle d'ADN du chef d'entreprise, là vous acquiescez. Qu'est-ce qui caractérise pour vous les chefs d'entreprise? Je crois qu'en général, les chefs d'entreprise sont, on peut le dire, hyperactifs. Oui, ce sont des hyperactifs, hommes comme femmes. On s'est rendu compte, mesure à l'appui. Hein. Moi, je reste scientifique, donc j'aime bien asseoir mes propos sur des mesures établies, et puis en général sur des centaines, voire même des milliers de chefs d'entreprise. Oui, ce sont des hyperactifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont très mal vécu cette crise de la Covid, parce que pour certains d'entre eux, on leur a dit, vous fermez, vous restez chez vous. Alors, dire à un hyperactif de rester à la maison, même s'ils n'ont pas été complètement inactifs, parce qu'ils se sont adaptés, j'y reviendrai par la suite, pour faire face à la crise, mais c'est un peu comme un diabétique derrière une pâtisserie. C'est extrêmement frustrant. Et le deuxième aspect qui a aussi profondément heurté certains chefs d'entreprise, là je pense au commerce et à l'artisanat, c'est le mot, on va parler, et je salue l'organisation de votre matinée avec une linguiste. Je suis très attaché aux mots que l'on emploie. Ils ne sont pas anodins. Et quand on a, je ne jette pas la pierre contre le gouvernement, loin s'en faut, je trouve qu'ils ont mené des mesures remarquables. Mais le mot activité non essentielle, dire ça à un coiffeur, dire ça à une esthéticienne, dire ça à un restaurateur, dire ça à un patron de discothèque, peu importe, qui ont un rapport existentialiste à leur travail, c'est extrêmement contre-productif. Et on voit bien que cette crise, c'est une crise, je dirais, anti-PME, parce que la PME, c'est la proximité. Globalement, je dirais même dans son management. Moi, j'ai rarement entendu un patron de PME me parler de marché, il me parle de clients. Il ne me parle pas de ressources humaines, il me parle de collaborateurs. Mais même le langage même est beaucoup plus concret. Et on ne cesse de parler de distanciation et de distanciation sociale. Donc, on voit bien que la crise actuelle, effectivement, elle a heurté l'esprit même de la PME et, pour reprendre l'expression de Mme Garcia, l'ADN du monde de la PME. Mais, et je terminerai là-dessus, et c'est la bonne nouvelle, je vais aller dans le sens de ce qu'a dit Mme Garcia, c'est qu'effectivement, on a également mesuré la résilience, l'optimisme, l'auto-efficacité, parce que les entrepreneurs sont des gens auto-efficaces, c'est-à-dire que quand ils font quelque chose, ils pensent qu'ils vont le réussir. Eh bien, la plupart de ces facteurs-là ont augmenté pendant la crise. Et le facteur qui a augmenté le plus, et je vous demande de bien retenir ça parce qu'on en parle à mon avis pas assez, certes la résilience, certes l'auto-efficacité, certes la capacité à donner du sens à ce que l'on fait, mais la caractéristique qui a le plus augmenté pendant la crise chez les chefs d'entreprise, c'est la capacité d'adaptation. Et tant qu'il y a la capacité d'adaptation, nous avons une double vertu. C'est bon pour les affaires et c'est bon pour la santé. Ce qui est intéressant dans votre analyse, vous l'avez nommé, c'est ce rapport existentialiste au travail.
Est-ce qu'on peut dire, ça vous parle, Sophie Garcia? Est-ce que pour vous, on entend souvent cette expression, mon entreprise, ma boîte, c'est mon bébé, ou c'est mon troisième enfant. Là, il y a quelque chose il y a un enchevêtrement de personnel, de professionnel, et donc on voit que ça touche au cœur finalement, cette crise, vous l'avez dit, et que ça impacte, même s'il y a des solutions, il y a des aspects qui peuvent nous réjouir. Vous le ressentez, ça, au fond de vous, ce rapport existentialiste, Sophie Garcia? Oui, alors effectivement, on a effectivement peut-être une distinction entre le patron de PME qui vit son entreprise comme son troisième bébé, comme vous dites. Après, peut-être quand même que dans les grandes entreprises, ça peut être différent, mais la distanciation a également été très mal vécue, alors, par certains, après à mesurer. Mais parce que quand vous avez un gouvernement qui vous dit c'est 5 jours de télétravail, c'est-à-dire 100% du télétravail, je crois que c'est très compliqué pour tout le monde. Et là, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les cadres dirigeants, que ce soit les patrons de PME. Et en fait, le lieu de vie, malgré tout, qui est une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, demande de toute façon, à un moment, un lien. Et c'est ce lien social qui a été effectivement cassé avec chacun en a vu quand même de grosses difficultés. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux chefs d'entreprise, c'est qu'on a toujours eu ce sentiment on parle toujours de la solitude du chef d'entreprise. Et en particulier peut-être du chef d'entreprise, de PME, mais pas que. Hein. Également dans les grandes entreprises, dans des cadres dirigeants, qui se sentent très seuls au pouvoir, en fait. Hein, que vous diriez, parce que quand vous prenez une décision dont vous savez qu'elle a des conséquences majeures, ben vous vous sentez très seul, même si autour de la table, vous avez 10 personnes. Et je trouve que cette crise nous a rapprochés, nous a finalement obligés, et c'est le côté positif aussi, à beaucoup plus interagir entre nous. Je dirais même, nous, on a des gens qui nous ont rejoints, hein, naturellement, au MEDEF, où tout à coup, qu'on a vu venir, alors qu'ils étaient adhérents, mais peut-être pas très actifs, on les a vus. Pourquoi? Pour pas être seuls. Pour pas être seuls. Et ça, c'est quelque chose, finalement, et j'espère, pour vous, que ça va durer. Après, finalement, c'est ça. On est dans la terre de rugby, ça a été dit en introduction, qu'on transforme l'essai. Donc, on est aujourd'hui en réseau, on travaille ensemble, entre chefs d'entreprise, et on travaille ensemble. Ça sera, je vous laisserai après continuer sur d'autres sujets, mais entre le privé et le public. Et ça aussi, c'est très important. Cette capacité qu'on a eue tout à coup, très rapidement, du jour au lendemain, à travailler ensemble. Nous étions en contact. J'étais en contact déjà avec Carole Delga, avec Étienne Guillot, qui sont les préfets de région et présidentes de région d'Occitanie. Mais on ne travaillait pas ensemble de façon si efficace et si rapide, surtout. Et là, maintenant, on le fait. Donc, si on peut également garder ça, ben, ça sera quelque chose, finalement, de positif et qui nous permettra d'être beaucoup plus efficace parce qu'on a vu l'efficacité de ne pas être tout seul. Mais vous dites, si on peut garder ça, ça veut dire, est-ce qu'il y aura des changements qui seront durables, qui vont s'inscrire dans la durée, ou est-ce que c'est temporaire? Vous évoquiez tout à l'heure l'aspect télétravail. Donc, vous disiez aussi que peut-être 5 jours, c'était sans doute considéré comme trop pour certains chefs d'entreprise, mais un télétravail négocié main dans la main, un télétravail plus efficace avec les salariés serait sans doute plus productif. Vous parlez de ce rapport d'intelligence collective et de rapport public-privé. Comment on peut penser que ça s'inscrive dans la durée et que ce soit pas un feu de paille et ensuite business as usual? Bah, déjà, on le sait, on ne reviendra pas complètement en arrière. Ça, c'est absolument certain. Maintenant, la question, c'est dans quelle proportion? Quand je dis on a appris à travailler ensemble de façon efficace, ça peut s'étioler un petit peu, mais pas forcément, ça ne disparaîtra pas. Le télétravail, c'est pareil. On sait que c'est désormais inscrit pour beaucoup de raisons. D'abord parce que maintenant, les gens savent le faire, et puis on y voit aussi certains avantages du côté des collaborateurs comme des dirigeants. Et d'ailleurs, ce qui a été négocié avec les partenaires, enfin, nous, on est allé voir le gouvernement, à la fois les partenaires des organisations salariées et patronales, parce qu'on est parfaitement d'accord, en disant, mais écoutez, le télétravail, dans la mesure où c'est le double consentement,
c'est très bien et ça fonctionne comme ça. Parce que dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc là, c'est plutôt de belles opportunités. On sait que c'est pas 5 jours par semaine, ça ne veut rien dire. Donc, est-ce que c'est un jour, est-ce que c'est 2 jours, ça dépend des métiers, ça dépend des entreprises, et c'est du cas par cas. C'est pour ça que c'est à l'intérieur même des entreprises que ça se passe et que ça se passe globalement bien. Donc, on va le conserver. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on a encore besoin, et là ça paraît complètement surréaliste, et pourtant c'est factuel, on est encore en train, et même en temps de crise, de chercher des collaborateurs de tous les niveaux, de bac-2 à bac+4, dans beaucoup de secteurs différents. Et pas simplement les cafés, hôtels, restaurants. Et sur l'Occitanie, qui est très particulière, puisqu'avec 2 métropoles, mais une grande ruralité, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des collaborateurs. Eh bien, le télétravail peut être une opportunité d'aller chercher une compétence qui est un petit peu loin, mais qui n'était pas prête à déménager. On connaît le peu de mobilité des Français en général. On est plutôt réfractaire à déménager. En revanche, si on a une opportunité d'avoir un travail à distance, voire, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce mot, mais les tiers-lieux, ce sont ces lieux qui sont à mi-chemin, en fait, entre l'entreprise, le siège de l'entreprise, et son domicile. C'est-à-dire qu'on recrée des espaces de travail, mais qui sont plus accessibles et qui sont quand même dans un environnement favorable. Mais tout ça, oui, on y va, on y est, et je pense que c'est plutôt une belle opportunité. Alors, vous sembliez acquiescer, Olivier Torres. Est-ce que ça montre justement les capacités d'adaptation des chefs d'entreprise, toutes ces solutions qui sont mises en place et qui, visiblement, si on en croit votre discours, Sophie Garcia, qui vont être amenées à durer, à rester, Olivier Torres? Certainement que cette crise a créé des libertés qui seront chèrement défendues demain. Et je ne crois qu'au consentement mutuel, parce que je tiens à le dire, les salariés ont fait preuve aussi d'une grande capacité d'adaptation, et j'irais même jusqu'à rajouter mes propres étudiants qui ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, puisque tous mes cours, eux, ont basculé en distanciel. Et la question du télétravail, elle est forcément au cas par cas, parce qu'il y a une variable qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que les conditions du télétravail dépendent des conditions de son hébergement. Quand vous vivez dans une maison de 200 mètres carrés avec jardin, le télétravail, vous pouvez très bien le vivre. Quand vous êtes dans un appartement à 3 ou 4 dans 60 mètres carrés, c'est beaucoup plus compliqué à vivre. Et donc, on ne peut pas avoir une politique complètement généralisée, sachant que nous n'avons pas tous ces mêmes conditions d'hébergement. Je voulais rajouter un point sur la solidarité. Madame Garcia a raison à évoquer l'importance de la solitude et je dirais de l'adhésion à un syndicat. Et je crois que cette crise a mis également en évidence la montée des solidarités, notamment des corps intermédiaires. Et je voulais également saluer devant vous le rôle extraordinaire qui a été joué par les CCI, les CMA, les chambres des métiers d'artisanat, et les chambres d'agriculture. Songez qu'il y a eu 65 ordonnances qui ont été édictées pendant cette crise, peut-être même davantage à l'instant où je parle. Vous imaginez bien que l'entrepreneur isolé n'a pas le décodeur juridique pour comprendre les arcanes parfois qui se glissent derrière les textes. S'il n'y avait pas eu les CCI, les CMA, les organisations professionnelles, les syndicats, je pense également à la FFB, la CAPEB par exemple dans le bâtiment, s'il n'y avait pas eu ces syndicats pour décortiquer, je dirais, l'arsenal juridique qui a été mis en place pour affronter la crise, ça aurait été compliqué. Et j'espère que les pouvoirs publics se souviendront de l'importance aussi des corps intermédiaires quand on est face à une crise. Vous avez justement publié il y a quelque temps une tribune dans la tribune, donc on est un peu comme dans le film Inception, avec Nicolas Dufour de la BPI. Et quel était votre constat pour aller plus loin par rapport à ce que vous venez de dire? Eh bien, c'est une bonne transition et je vous remercie de cette question parce que justement, on a montré et on a dit, on a affirmé par la plume que face aux ordonnances de l'État, les entrepreneurs avaient adopté le décret de la volonté. Et je pense que cette expression fera plaisir à Madame Garcia parce qu'effectivement, l'ADN de l'entrepreneur, cette positivité naturelle, parce que ce sont des hommes et des femmes qui innovent, qui embauchent,
qui investissent, qui forment également. L'entreprise est un lieu de formation, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ce sont toutes des fonctions qui sont rivées vers l'avenir. Et donc, on s'est rendu compte que pendant la crise, même si l'épuisement avait augmenté, je ne reviens pas sur les chiffres que je vous ai donnés, on s'est rendu compte que tous les facteurs que j'appelle saluto-preneuriaux, c'est-à-dire à la fois salutaires et entrepreneuriaux, eh bien, ont augmenté, à l'exception de l'optimisme. Il y a eu une perte d'optimisme quand même pendant cette crise. Mais sinon, tous les autres facteurs, la capacité d'adaptation, l'auto-efficacité, la résilience, donner du sens à son action, être en harmonie avec ses propres idées, tout ça, ça a fortement augmenté. Alors, c'est quoi finalement la nouvelle chef d'entreprise, le nouveau chef d'entreprise? Vous avez parlé de cette dimension psychologique qui était très importante. Vous avez parlé du fait qu'auparavant, on faisait des burn-out classiques et là, c'est plutôt un syndrome d'empêchement, de ne pas pouvoir agir, d'être frustré par rapport à ça. Oui. Comment il est cette nouvelle entrepreneuse, ce nouvel entrepreneur? Il a besoin de s'entourer de ses pairs, il a envie de reconnecter, il a envie de solidarité collective, il met en place des ponts, des partenariats publics-privés. C'est quoi cette évolution? Alors, l'évolution majeure, je crois qu'elle a été dite par le texte de Denis Lafay, c'est difficulté à se projeter dans le long terme. Je crois qu'il a dit se projeter dans le long terme est impossible. Et on s'en est rendu compte lorsqu'on a mesuré un concept central en entrepreneuriat qui est la vigilance entrepreneuriale. C'est-à-dire, en gros, on a interrogé 2000 chefs d'entreprise dans toute la France, et on s'est intéressé à leur capacité de s'informer, parce qu'un entrepreneur éclairé, c'est un homme ou une femme qui s'informe, d'où l'importance d'ailleurs des médias dans la source d'information. Deuxièmement, passer de l'information à l'idée. Les entrepreneurs sont des hommes et des femmes d'idées, donc on parle là de l'idéation. Mais la troisième et dernière étape, qui est la plus importante, c'est comment je passe de l'idée à l'opportunité. Et ça, je ne le dirai jamais assez, l'entrepreneuriat, c'est la science de l'opportunité. Notre objet, c'est comment un être humain arrive à transformer des contraintes en opportunités. C'est essentiel actuellement. Et là, on s'est rendu compte, et là, je suis un peu plus pessimiste de ce point de vue-là, que les entrepreneurs se sont énormément informés, mais par contre, la phase d'idéation et surtout la détection d'opportunités s'est complètement affaissée. D'où l'importance, je crois, d'accompagner les entrepreneurs. Je crois que les réseaux sociaux, les réseaux syndicaux, les mouvements patronaux ont un rôle à jouer, les pouvoirs publics aussi, mais vous savez, puisqu'on s'intéresse aux mots, le maire, le ministre de l'économie, a rebaptisé son ministère le ministère de l'économie et de la relance. On parle beaucoup de la relance. Mais si je me mets du côté de l'entrepreneur, je pense que le meilleur mot, c'est reprise, voire même rebond. La relance, c'est très keynésien, je dirais. C'est l'État qui relance. Mais on pourra réinjecter des milliards d'euros si au bout du bout, il n'y a pas des hommes et des femmes pour transformer l'argent en opportunités d'affaires, en création d'emplois et en nouveaux produits et nouveaux services. Ça ne servira à rien, ça n'aura que des effets inflationnistes. Donc ça, c'est très, très important, ce point-là. Et nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte que les entrepreneurs ne tombent pas dans un sentiment d'impuissance acquise, qui serait terrible. Parce que quand on vit un sentiment d'impuissance de manière trop répétée, les psychologues ont bien montré qu'on perd sa capacité d'initiative. Alors Sophie Garcia, relance, rebond, reprise, vous partagez ces mots et peut-être un peu pour contrebalancer ce pessimisme qui émane de votre enquête, Olivier Torres. Alors, pessimisme, oui, oui et non, parce que Olivier Torres, comme l'a dit, c'est en ce moment, effectivement, les opportunités ne sont pas saisies parce que très très peu de visibilité et effectivement encore cet état finalement comment dire on est un peu fatigué de tout ça. La preuve c'est que je trouve pas mes mots, mais ça va revenir. Je vais rebondir. Vous allez voir. Bon. Et donc je pense que là aussi. Et on l'a vu d'ailleurs après la fin le premier déconfinement. Il y a eu une reprise beaucoup plus forte que ce que tout le monde attendait, y compris chez nous. Quand je dis, y compris en MEDEF, on a été quand même surpris de ce qui s'est passé. Donc, on ne sait pas
dans quelle mesure ça va rebondir vite, de façon massive, mais en tout cas, oui, nous sommes déjà dans ce rebond et je vais dire, nous sommes déjà dans cette transformation. Alors, on a cité quelques exemples tout à l'heure, on n'a pas encore cité le numérique, mais il est sous-jacent parce que de toute façon, il fait partie de nos vies et nous sommes en plein là, même à l'heure actuelle. Et je crois que cette agilité, même si elle n'a pas été massive parce qu'on est encore dans cet état, on l'a déjà vu, et même en Occitanie, vous avez des PME qui se sont transformées immédiatement pour répondre à la crise. Vous avez dans nos fleurons, vous avez Paul Boyer qui est devenu maintenant un des 4 sites, ce sont des PME, qui est un des 4 sites de production de masques FFP, Sophie Berdouès, donc les parfums Berdouès qui se sont mis à faire du gel hydroalcoolique. Enfin, il y a déjà des gens qui se sont dit, ne serait-ce que pour répondre aux besoins de la crise, je vais me transformer. Ou au petit tech, enfin, il y avait pas mal de PME, et là je parle régionales, qui se sont transformées. Et je crois que on est toujours, c'est pas nouveau tout ce qui se passe, c'est juste accéléré. Donc ce besoin d'agilité de transformation fait partie de l'ADN, et on l'a déjà dit, du chef d'entreprise. Et aujourd'hui, quand on nous dit que vont devenir des entreprises de l'aéronautique, par exemple, puisqu'on est quand même dans une région qui est sur... Alors j'aime dire qu'elle repose sur deux jambes un peu cassées aujourd'hui. Le tourisme d'un côté, pour être très caricatural, parce qu'évidemment il y a le secteur que je ne vais pas citer et on va m'en vouloir. Mais si vous prenez le tourisme et l'aéronautique, on est sur 2 mastodontes de l'Occitanie. 2 jambes. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? On boite, en ce moment, voilà, en ce moment, on a ces 2 jambes cassées. Alors, on a le tourisme qui va reprendre. Là aussi, vous interrogez 10 personnes, vous aurez 10 réponses. Donc là, on aura besoin d'Olivier Torres pour avoir des choses un petit peu étayées. Mais parce que chacun, il va de sa prospective. En disant, s'il va y avoir plus de tourisme, les gens ont besoin de sortir, mais non, ils ont épargné, ils ne vont pas désépargner parce qu'il y a une épargne de précaution. Enfin bon, peu importe. Oui, le tourisme va reprendre. Oui, certains établissements vont fermer, mais d'autres vont réouvrir. Donc, dans quelle proportion, tout ça, on ne sait pas. Mais ça va réouvrir. Sur l'aéronautique, à chaque fois, on nous cite des exemples en nous disant, oui, mais une entreprise, une PME, qui fabrique des petites pièces d'avion, ou des grosses pièces d'avion d'ailleurs, ne va pas du jour au lendemain changer son outil de production pour fabriquer des médicaments. Certes, tout à fait d'accord. Maintenant, l'industrie, que ce soit en France ou en Occitanie, c'est 12%. Je ne dis pas que c'est faible. Je dis que ce n'est pas majoritaire et qu'on oublie très souvent les entreprises de services. Les entreprises de services, certes, qui vivent grâce à l'industrie, mais qui ont une capacité d'agilité beaucoup plus importante. Quand vous êtes dans une entreprise, et moi j'ai autour de la table en Occitanie 23 branches professionnelles. Quand j'ai la propreté, donc des entreprises qui font le ménage, qui font toute la propreté, quand vous avez des entreprises de transport, donc quand vous avez des ingénieurs également, le numérique, la communication, toutes ces entreprises-là qui sont des entreprises de services et qui jusqu'à présent effectivement étaient quasi monoclients ou en tout cas monosecteurs. Surtout sur la partie toulousaine et Midi-Pyrénées, parce qu'elles servaient essentiellement Airbus ou bon. Mais on peut très bien changer et élargir tout à coup ces secteurs d'activité en termes de clients. Et ça, le chef d'entreprise sait très bien le faire. C'est très bien le faire. Donc, je crois que cette capacité aussi à se transformer, à avancer, c'était déjà le cas avant. Là, c'est accéléré via la crise, mais là aussi, je pense que c'est tout à fait possible et que ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Ces 2 exemples, Olivier Torres, vous les avez étudiés. Est-ce que vous partagez l'analyse de Sophie Garcia? Non seulement je les partage, mais ça fait 12 ans que j'anime tous les mois des séminaires en stratégie PME. Et ce que j'essaie, j'ai le privilège de l'âge, j'ai formé plus de 1000 chefs d'entreprise à la stratégie de PME. Et je leur dis, un des problèmes numéro 1, c'est la dépendance. C'est ce que vient de dire Madame Garcia. C'est-à-dire, si vous êtes monosecteur ou alors monoclient, c'est même une erreur stratégique. Parce que ça veut dire que du jour au lendemain, si ce client vous plaque, vous êtes cuit. Donc, je dirais que la stratégie gagnante d'un patron de PME, quel que soit le secteur, c'est de diversifier sa clientèle pour n'être dépendant de personne et pour n'être dépendant pas d'un seul secteur.
Donc, et ce que je vous dis, je me le suis moi-même appliqué avec l'Observatoire à Maroc, puisque je suis, j'allais dire, malgré moi, devenu employeur. Aujourd'hui, j'ai des salariés. Je connais le RSI, l'URSSAF, tout ça. Et Patrick Martin, on se connaît depuis longue date, il viendra tout à l'heure intervenir, et il sait à quel point l'Observatoire à Maroc s'est développé par diversification de partenariats. Et d'ailleurs, puisqu'on est quand même avec l'Occitanie, entre autres, c'est que dans les prochains jours, je vous annonce que les 23 services de santé au travail vont adopter une technologie qu'on a mis au point pendant la crise, qui est Amarok e-Santé, qui permet d'évaluer la santé des entrepreneurs, j'insiste, de manière positive et négative, parce qu'il n'y a pas que du négatif en matière de santé, et quand on voit qu'il y a un danger, là on met en place un système de dépistage de burn-out, et si l'entrepreneur atteint une cote d'alerte, là, eh bien, on le met directement en rapport avec mes services de psychologue pour éviter qu'il ne tombe. Et ça, c'est la crise qui a suscité cet outil numérique. Donc, ce qu'un fonctionnaire a été capable de faire, j'ai bon espoir que n'importe quel chef d'entreprise aura cette capacité d'adaptation. Hein. Mais la dépendance, oui, c'est un problème majeur en PME, majeur. Justement, je vais faire une petite digression. Vous êtes passé de l'autre côté du miroir. Vous avez confronté votre expérience d'universitaire à la réalité du terrain. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a semblé plus dur? Comment vous êtes justement adapté à cette réalité? Et ce qui vous a rapproché finalement de la mentalité des chefs d'entreprise et vous a aidé à comprendre davantage comment ils fonctionnaient? Alors, moi, je passe mon temps, vous savez, je compte ça dans mon CV, ça ne sert à rien à la carrière universitaire, mais voilà, pour moi, c'est important. J'ai réalisé, je crois que je réalise avec vous ma 630e conférence auprès des patrons de PME. C'est pas rien, 630. J'ai passé ma vie à sillonner la France. Et je dis aux chefs d'entreprise, votre défaut, c'est de ne pas suffisamment théoriser ce que vous faites. C'est-à-dire, je fais l'inverse. La pratique, ok, mais il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et ce dont on manque cruellement, ce sont des théorisations de la PME. Et quand on regarde l'enseignement du management, je connais bien Toulouse Business School, je connais MBS, moi j'ai enseigné à l'EM Lyon, je connais tout ce monde-là. Mais les grands modèles économiques ont été construits sur le modèle des grands groupes. Alors, j'ai rien contre les grands groupes. Moi, je suis fier pour mon pays d'avoir Michelin, d'avoir Total. Mais je dis simplement que quand on parle de Fordisme, de Toyotisme, d'ubérisation et des GAFA à longueur d'onde, on parle des géants. Or, une PME, ce n'est pas IBM divisé par 1000. Le mode de fonctionnement est différent. Et donc, je dis toujours aux patrons de PME, écrivez des livres, parce que la PME n'est pas rentrée dans la civilisation de l'écriture. Hélas, beaucoup de dirigeants de grands groupes, parfois, ont les moyens de se faire écrire des livres sur leur vie, mais des patrons de PME qui écrivent des livres, il n'y en a pas assez. Voilà ce que je leur dis. Sophie Garcia, vous avez envie de réagir. Je voudrais rebondir, c'est vraiment très très important ce que dit Olivier Torres pour le vivre. La formation, et parce qu'on l'a peut-être pas eu le temps de l'évoquer, la formation est majeure. Avec une bonne nouvelle d'ailleurs, c'est qu'en 2020, en Occitanie, il y a eu plus de dossiers. Bon, il se trouve que les chefs d'entreprise passent par un organisme qui s'appelle l'AGFIS pour se former. Il y a eu plus de dossiers, déposés en 2020, ce qui veut dire que les chefs d'entreprise ont pris conscience qu'ils avaient besoin de se former. Mais là aussi, il ne faut pas que ça s'arrête. Je suis tout à fait d'accord sur ce souci de formation. J'ai moi-même fait une prépa, une école de commerce. J'ai été 10 ans salarié cadre marketing. Je peux vous dire que quand je suis arrivé dans cette entreprise qu'on a créée avec mon mari de zéro, j'ai tout appris avec mes pairs et au MEDEF. Je crois qu'à part le premier business plan que j'ai dû présenter à un banquier, il n'y a rien qui m'a servi de mon école de commerce. Je suis désolé, et je ne la citerai pas. Pour les écoles de commerce. Et je ne la citerai pas. Non, mais pour intervenir également dans des écoles, je crois que c'est fondamental. C'est fondamental. Et effectivement, le souci du chef d'entreprise ou du cadre dirigeant, c'est qu'il ait la tête dans le guidon. Profitons. Et on a besoin d'être accompagnés. Et tous, que ce soit vous, Olivier Torres, que ce soit vous, les médias et la tribune, c'est super, c'est formidable ce que vous faites. Parce qu'on a besoin de ça. Parce que si on se retrouve de nouveau là, on coupe nos écrans, j'arrête mon ordinateur, je repars dans ma boîte, si je n'ai plus de contact, je vais retomber dans les mêmes travers qu'Olivier Torres a indiqué. Donc oui, sur la formation initiale, je crois qu'il y a vraiment des choses à faire, et également sur la formation continue,
à la fois des collaborateurs, mais des chefs d'entreprise, parce que effectivement, diriger une entreprise, être cadre dirigeant, tout ce qui est ressources humaines, alors il y a le chef d'entreprise PME, et puis vous avez le cadre dirigeant. Et c'est pas facile aujourd'hui de manager, parce qu'on a des jeunes qui arrivent, qui ont des façons d'être et des demandes qui sont parfois perturbantes pour des gens qui sont déjà en place depuis des années dans le management. Et donc tout ça, il faut l'appréhender et l'accompagner. Et donc la formation est vraiment majeure. C'est intéressant que vous citiez ça parce qu'on constate, nous, au fil de nos événements, que sur l'émergence des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il y a cette fameuse quête de sens. Et a fortiori, après l'année compliquée qu'on vient de connaître, comment le dirigeant d'entreprise peut répondre à ça? Parce que vous dites, ça peut parfois désarçonner, vous employez un terme d'ailleurs bien policé, mais parfois on se dit, mais est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe dans l'entreprise? Ils arrivent avec, peut-être, ça peut être perçu, je me fais l'avocat du diable, comme une exigence particulière. Or, alors, j'ai pas fait, et vous m'excuserez, il n'y a pas de démarche scientifique, Olivier Torres, hein, ça c'est juste un aspect journalistique, on n'a pas fait d'études statistiques, mais on constate que c'est une montée en puissance. Ça. Comment on le gère et comment on fait pour accueillir ces nouveaux collaborateurs qui, je l'ai dit, a fortiori avec la crise, ont des nouvelles appétences, des nouvelles envies? Vous avez le chef d'entreprise ou le cadre dirigeant qui va en prendre conscience et donc, alors soit se faire accompagner, parce que ce n'est pas forcément évident, et ça se fait énormément, et là on revient sur le besoin de proximité et de présentiel, ça se fait dans la discussion, ça se fait dans le dialogue. Il y a le manager, c'est toujours le manager de proximité, que ce soit le chef d'entreprise lui-même ou le manager N-10, peu importe. C'est le manager de proximité qui va permettre de prendre en compte ça. Moi, bien avant la crise, j'avais encore que 10 personnes. Quand je faisais des entretiens individuels avec mes techniciens, j'ai pris en compte le fait que mes techniciens étant plutôt pour démonter les extincteurs plutôt masculins. Quand j'ai demandé à un technicien s'il était séparé et s'il avait des enfants en bas âge, et que j'ai appris qu'il ne voyait pas sa fille parce que quand il était en garde alternée, qu'il ne pouvait pas être à 16h30 à l'école, on a créé la semaine A, la semaine B dans nos plannings. Bon, et je crois que ça, si la crise peut aussi mettre l'éclairage sur ce type de pratiques qui sont prendre en compte la vie personnelle, et je crois que ça peut se faire même sur des grandes entreprises, et c'est fait, hein, je ne dis pas que ce n'est pas fait, je dis que ça doit être accéléré, parce que c'est comme ça qu'on fidélise nos collaborateurs, parce qu'ils sont bien dans leur vie, ils sont bien en entreprise. Il y a ceux qui vont le comprendre, qui vont garder leurs collaborateurs, il y a ceux qui ne vont pas le comprendre, et quelle que soit la taille, et qui ne garderont pas leurs compétences et leurs meilleurs collaborateurs. Olivier Torres? Oui, mais je crois que ça a été dit, c'est-à-dire qu'on est sur du cas par cas. Quand on recrute, alors en tout cas, quand on est dans une PME, on est sur du cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation intuitu personae entre celui qui embauche, en général le chef d'entreprise, et puis la personne. Dans les grands groupes, où nous n'oublions pas aussi la fonction publique, c'est pas des entreprises, mais c'est quand même des organisations, c'est un peu plus compliqué parce que, et moi je le vis de l'intérieur depuis 33 ans, fonctionnaire depuis 33 ans à l'université, c'est quand même plus bureaucratique. C'est-à-dire que dans les grands groupes, alors comment pourrait-on faire autrement? Mais il y a beaucoup plus de règlements, de procédures, de normes, de standards, qui fait que parfois, quand on veut des micro-adaptations, on se voit rapidement opposer le fait de dire « Ah, mais je ne veux pas faire un cas ou je ne veux pas qu'il y ait un précédent ». Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est plus compliqué. Dans une PME, bon sang, si le dirigeant… Vous voyez, on a eu une illustration tout à l'heure de Mme Garcia qui a dit « Voilà, j'ai posé une question, j'ai entendu et j'ai fait la semaine A et la semaine B ». Eh bien voilà, c'était plié, c'était décidé. Si moi, demain, je vais voir mon ministre, M. Blanquer, pour lui dire que j'aimerais qu'on fasse dans l'éducation nationale la semaine A et la semaine B, eh bien, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Vous comprenez? La grande taille, et que ce soit public-privé, là, pour le coup, les théoriciens des organisations l'ont bien montré. Plus l'entreprise est grande, plus le processus de bureaucratisation est fort. Ça, c'est un mal nécessaire. Et ça, c'est une question, je pense, que mes collègues vont évoquer tout à l'heure dans la matinée. C'est la montée du contrôle, la numérisation, c'est aussi un danger de bureaucratisation. Et ça contrevient à la maîtrise de son destin. Hein, quand vous êtes enchâssé dans une cage de fer, où on vous dit on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est la règle, compliqué.
Il nous reste 1 minute, donc je vais demander chacun en 30 secondes de se projeter. Denis Lafay l'a dit tout à l'heure, c'est très difficile sur le long terme et il faudrait être, enfin, on n'est pas devin, mais plutôt votre inclination, ça va être, on va vers du positif, vous êtes plutôt optimiste, enfin, eu égard à ce que vous venez de dire précédemment, on le sent, mais je vous demande en 30 secondes un petit peu une projection à moyen terme. Sophie Garcia, comment vous voyez les choses en ce jour en plus très symbolique de réouverture Exactement. C'est peut-être d'avoir vu les terrasses de café ouvertes ce matin, mais je suis foncièrement optimiste, il n'y a rien à faire. Pour moi, je crois que le champ des possibles c'est encore élargi. Je crois que les lumières qui ont été faites sur tous les sujets qu'on a abordés, c'est positif. Et encore une fois, je crois que cet ADN des chefs d'entreprise, cette capacité des collaborateurs, et Olivier Torres en a parlé également, hein, une formidable capacité d'adaptation. Mais on a, au contraire, on a un champ des possibles qui est infini. Donc maintenant, c'est à nous de prendre notre destin en main. Et j'y crois, parce que ce mouvement, même s'il est un petit peu compliqué en ce moment, il n'y a aucune raison pour que on ne revienne pas sur cette formidable capacité de création de valeur, de création de richesse et de création encore d'opportunités et de transformer les essais dont on a parlé. Merci Sophie Garcia. Olivier Torres. Alors, en 30 secondes, je dirais oui, vous avez eu raison de parler de l'AGFIS, parce que nous, on travaille avec eux aussi, hein, et la formation, c'est quand même la clé de beaucoup de choses. Mais si je devais retenir un mot, c'est capacité d'adaptation. Tant qu'un être humain, et pas uniquement pour les patrons, c'est vrai pour tout un chacun, tant qu'on a une capacité d'adaptation, on a cette intelligence de terrain, ce pragmatisme qui fait qu'on va puiser au fond de nous les solutions qui sommeillaient et dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Donc, tant que cette capacité d'adaptation est stimulée, alors moi, je crois que tout est possible. Merci à tous les deux pour la qualité de vos interventions. On poursuit cette réflexion sur ce destin provoqué avec des entreprises qui peut-être sont mieux armées pour résister du fait de leur histoire et de la spécificité de leur actionnariat. On retrouve tout de suite Denis Lafay et ses invités pour un focus sur les entreprises familiales.